Bon, nouvelle vidéo où on vous a demandé votre avis sur Twitter, ce qui est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais on l'a fait. Je vous ai demandé quels étaient pour vous le meilleur Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Et on a eu quasiment 400 réponses sous le tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. J'ai bientôt 1 million d'abonnés. Pas du tout, pas du tout. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif et je parle le plus souvent de Formule 1, surtout sur les week-ends de course. Donc venez, n'hésitez pas à me suivre. On vous a sélectionné du coup les réponses les plus populaires qui revenaient le plus souvent. Bien évidemment, ça dépend de quand vous regardez le sport. Si tu regardes la F1 depuis 1970, tu n'auras forcément pas les mêmes réponses que quelqu'un qui regarde le sport depuis 2018. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous êtes d'accord avec ce top 10 et bien sûr n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou pourquoi pas détailler les grands prix qui vont être évoqués dans cette vidéo. Et on va tout de suite revoir ensemble vos 10 grands prix préférés dans l'histoire de la Formule 1. Premier tweet, il vient de Matteo qui nous dit « Mon préféré, c'est Italie 2020 pour les raisons que l'on connaît. Victoire de Pierre Gasly, bien évidemment. À cette époque, on est en plus en plein Covid, plein confinement. Pierre Gasly s'impose en Italie. Vraiment une victoire, mais sortie absolument de nulle part. Personne ne s'y attendait. Dans une AlphaTauri à l'époque, une écurie du midfield. Alors déjà, faut remettre un petit peu de contexte sur la période. On est en 2020. Confinement Covid, c'est un enfer pour tout le monde. La Formule 1 est dans une bulle ultra protégée. C'est vraiment pas fun pour nous. La course en elle-même est pas exceptionnelle jusqu'à la safety car où d'ailleurs Lewis Hamilton prend une pénalité, ce qui offre d'ailleurs un résultat incroyable. Il rentre au stand quand c'est interdit. Drive-through pour Lewis Hamilton du coup qui repart tout au fond de la grille et on se retrouve avec du coup un top 5 exceptionnel avec les Alfa Romeo, Stroll. On se retrouve avec un duo Sainz-Gasly pour la victoire et ça se joue dans les derniers tours jusqu'au dernier virage. Bien évidemment, comment ne pas mentionner le commentary de Julien Febvre qui l'a rendu célèbre. Accélère, accélère, oui, va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Il faut savoir qu'à cette période, si vous suiviez pas la F1, ce qui me paraît peu probable, mais sait-on jamais, ça faisait 24 ans qu'on n'avait pas eu de victoire française. La dernière, c'était Olivier Panis en 1996. Autant vous dire qu'à cette époque, la moitié, voire les 3/4 des fans de Formule 1 français n'ont pas vu une victoire française à la télé. Romain Grosjean était arrivé pas loin, 2012-2013, on se souvient, il y a des podiums, Bahreïn, pourquoi pas, Japon aussi 2013, mais on n'avait jamais entendu la Marseillaise sur un podium de Formule 1 et du coup Pierre Gasly réalise l'exploit. Comme je vous l'ai dit en plus dans une équipe du midfield, il y a quelque chose d'assez sacré avec les écuries du midfield où dès qu'il y a un bon résultat, que ce soit un podium, une pole, une victoire, ça fait plaisir à tout le monde en fait. On est tous heureux de voir une écurie du midfield performer et réussir face à Mercedes, Ferrari, Red Bull, etc. Donc je suis d'accord avec Matteo pour le coup. Italie 2020, ça reste quand même un moment très très fort surtout en tant que fan français. L'année suivante, on a Ocon aussi en Hongrie et mine de rien, la victoire de Gasly atténue presque la saveur de la victoire d'Ocon. On se dit, oh ouais, encore un Français qui gagne, alors qu'un an plus tôt, on n'aurait jamais dit ça. Petite mention quand même sur ce Grand Prix, parce que tout le monde se souvient de la victoire de Gasly, on a quand même Carlos Sainz et Lance Stroll sur le podium. Le podium est totalement what the fuck. Pour la saison 2020, le podium est inexplicable. Deuxième Grand Prix, cette fois-ci de la part de Molus qui nous dit, d'un point de vue neutre, uniquement sur le spectacle offert, Canada 2011. Je pense d'ailleurs que globalement, les GP du Canada sont souvent des bons pourvoyeurs de spectacles, je trouve. Je suis d'accord avec toi sur 2 points. Le premier, les Grands Prix du Canada sont toujours très bons pour différentes raisons, que ce soit le sportif, la météo, le spectacle, des fois le drama aussi, exemple 2019 avec Vettel et Hamilton. On a rarement des Grands Prix au Canada où on se fait vraiment très chier, où vraiment on se dit c'était un enfer à regarder. Bien évidemment, ça existe, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Le deuxième point où je suis d'accord avec lui, c'est Canada 2011. C'est une pépite. C'est un monument vraiment sacré de l'histoire de la Formule 1 que vous devez absolument voir à la télé en rediff. Pour moi, Canada 2011 se tape avec une autre course pour la meilleure course de l'histoire de la Formule 1 et on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu le Grand Prix du Canada 2011, on a absolument tous les ingrédients pour rendre heureux un fan de Formule 1. On a de la pluie, on a des safety cars, on a des sorties de piste, on a de la stratégie, des dépassements, des changements de leader, une remontada de Jenson Button exceptionnelle et une victoire qui se joue dans le dernier tour après 4 heures de course. Je vous jure que Canada 2011, si on devait faire des critères, c'est probablement tout ce qu'il faut pour avoir une bonne course de F1. Le seul bémol, comme je viens de le dire, c'est les 4 heures de course. Oh putain, qu'est-ce que c'était long. Oh là 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 là, dimanche soir là, ouh, sur TF1, c'était long les 4 heures, drapeau rouge, safety car et tout. Fallait être prêt, hein. Honnêtement, il fallait être motivé. Rapidement, je vous fais le synopsis si jamais vous n'avez du coup jamais vu cette course. Jenson Button remporte la course dans le dernier tour après avoir eu un accrochage avec son coéquipier
qualifié après être reparti dernier un nombre de fois incalculable. Le mec fait en fait une ou deux fois le last to first avec les différentes safety cars et différentes red flags. On a des rebondissements de ouf avec Fernando Alonso qui se sort tout seul. On a 2 accrochages pour Lewis Hamilton, un au premier tour, un avec Jenson Button. Il y a des crashs un peu de partout entre Felipe Massa, les Mercedes, etc. C'est un truc de fou. Et la victoire se joue dans le dernier tour avec Vettel. Et au final, Jenson Button remporte la course dans le dernier tour en dépassant Sébastien Vettel qui fait une erreur. C'est en plus une saison où Vettel domine, il n'y a pas réellement d'enjeu au championnat. Canada 2011, c'est vraiment, je vous l'ai dit, exceptionnel. Un monument. Et si vous l'avez jamais vu, je vous conseille tout de suite après la vidéo d'aller chercher les highlights et la course complète sur internet. Hockenheim 2019. Heureusement que t'as pas dit 2018 parce qu'on n'aurait pas été potes. Pas énormément d'enjeux, mais quelle course. Hülkenberg à 2 doigts de son podium, la remontée de Sébastien Vettel à domicile et le podium de Kvyat. C'est vrai que Hockenheim 2019 dans l'ère hybride est un classique. Alors, ça arrive un an après le drame d'Hockenheim 2018. Si jamais d'ailleurs on a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Bon, j'ai pas envie d'en reparler dans cette vidéo, mais on arrive un an du coup après cette course catastrophique et traumatisante pour les fans de Ferrari. On a un banger absolu en termes de stratégie, de dépassement, en termes de sortie de piste. On a Charles Leclerc qui se sort, Verstappen qui fait un spin, Hamilton et Bottas en difficulté, le pit stop d'1 minute de Mercedes. Sébastien Vettel, tu l'as dit, remonte du fond de la grille jusqu'à la 2e position et à 2 doigts de faire un last to first à domicile un an après le drame. C'est vraiment le popcorn absolu et en fait ça rejoint le Canada 2011. Pareil pour le podium de Kvyat, du coup on en revient un petit peu à l'argument que j'avais pour Gasly, c'est que dès qu'une écurie du midfield réalise un exploit, on est tous toujours heureux. On est tous heureux de voir ce mec monter sur le podium. Quasiment tout le monde à la banane. Un autre point intéressant, c'est que sur cette saison 2019 où Mercedes domine ultra violemment, malgré les bonnes performances de Ferrari et un peu de Verstappen, tout le monde, sauf les fans de Mercedes, du coup, s'était réjoui de la contre-performance de Mercedes à domicile. Mercedes, en plus, célébrait, je crois que c'était ses 110 ans, 100 ans, quelque chose. Je sais plus pour quelle occasion, ils avaient une livrée, ils avaient des tenues spéciales, ils avaient sorti le grand jeu. Force est d'admettre que je rejoins Keket. Vraiment, Allemagne 2019, un classique absolu en Formule 1, surtout dans l'air hybride. Oh mon chouchou, Brésil 2012. Merci Virgie qui nous dit Brésil 2012 pour Vettel qui gagne son 3e titre dans une remontée folle à la 7e place avec une monoplace défoncée dans le premier tour. Grosse émotion à l'arrivée. Alors, je veux qu'on fasse pause et qu'on s'arrête sur cette course qui, à mon sens, est l'une, voire la plus grande course de tous les temps en Formule 1. Faut savoir que je suis fan de Ferrari, je pense que vous le saviez depuis longtemps. Je pense que ça se voit avec les casques derrière. Moi, Brésil 2012 m'a pas marqué pour le succès de Sébastien Vettel vu que Fernando Alonso perd le titre du coup au Brésil. Mais les enjeux, le climat, le contexte autour de cette course et surtout la façon dont se déroule la course, le storytelling est exceptionnel. On est sous la pluie. Sébastien Vettel est forcément favori. Il arrive en tant que leader du championnat au Brésil. Alonso doit réussir un exploit exceptionnel avec une charrette pas possible en 2012. Il fait déjà probablement sa plus grande saison, donc c'est beaucoup lui demander. Et au premier tour, Sébastien Vettel s'accroche avec Bruno Senna. La voiture est retournée et surtout abîmée. T'es fan de Ferrari, tu te dis c'est bon, c'est fait. Vettel est out. Vettel repart dernier avec le fond plat atomisé. Tu te dis, Alonso n'a plus qu'à la jouer safe et on va enfin être champion. Sébastien Vettel commence une remontada exceptionnelle. La pluie commence à tomber. Les voitures commencent à glisser. Alonso fait quelques slides, puis remonte. Puis il y a l'accrochage Hamilton-Hülkenberg pour la victoire. Oui, Hülkenberg joue la victoire en 2012. Derrière, t'as Mark Webber qui se loupe, puis t'as une stratégie. Puis Vettel n'a plus de radio, donc ne peut plus dire les pneus qu'il veut à la radio pour son équipe. Puis t'as Fernando Alonso qui repasse en position d'être champion. Puis t'as Vettel qui remonte. Et puis t'as ce geste symbolique de Michael Schumacher qui laisse passer Sébastien Vettel dans sa dernière course. On rappelle, Schumacher, c'est l'idole de Vettel. Il le laisse passer pour aller chercher ce 3e titre. Je vous l'ai dit, le storytelling est incroyable. Et puis l'image de Fernando Alonso, une fois arrivé sous le podium, qui se rend compte il a perdu le titre, tout simplement. Encore une fois, là, il y a un aspect en plus que, par exemple, Hockenheim 2019, Canada 2011, c'est cet enjeu du titre entre 2 équipes. Ça se joue entre Ferrari et Red Bull. Alonso-Vettel, qui est une grosse rivalité à l'époque. Et honnêtement, cette course, elle est à l'image de la saison 2012, qui est pour moi l'une des plus grandes saisons aussi de l'histoire de la F1, où on a eu 8 vainqueurs. On avait quasiment 5 équipes qui pouvaient jouer le top 10. On savait jamais qui allait gagner. Et si vous n'avez jamais vu le Grand Prix du Brésil 2012, encore une fois, c'est un classique. Allez le voir. C'est un monument du sport extrêmement important pour comprendre un petit peu comment Alonso a perdu probablement un des titres qu'il aurait mérité le plus au vu de la saison qu'il a fait avec la voiture qu'il avait. Oh là 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 là.
Alors, Abu Dhabi 2021. Bon, faut savoir que je redécouvre en même temps les tweets, hein, parce que c'est la prod qui choisit forcément sous le tweet. Très simple, Abu Dhabi 2021, tous les ingrédients y étaient. Un suspense à couper au couteau, la défense, l'attaque, les duels à la hache, la joie intense, l'immense tristesse légendaire. Déjà, sachez que cette réponse, Abu Dhabi 2021, ça a été probablement la plus répandue sous mon tweet. Il y a eu que de ça, Abu Dhabi 2021, qu'on soit bien d'accord, hein. La course d'Abu Dhabi 2021 est une purge absolue. C'est un calvaire sportif inimaginable. Verstappen rate son départ. Premier tour, il tente une manœuvre un peu bizarre. Pas de pénalité. Hamilton s'envole. On se dit, ouais, Perez va bloquer Hamilton. Il n'y arrive pas. Hamilton s'envole. Et voilà le dernier tour où là, pour le coup, je suis d'accord, assez exceptionnel. Mais le reste de la course, c'est à chier. Mais on se fait chier, c'est pas possible. Par contre, force est d'admettre, le contexte est inégalable, inimaginable. On arrive après 20 grands prix à la fin d'une saison sur la dernière course, 2 pilotes à égalité au championnat. On oublie les 20 courses précédentes, on oublie les batailles, les accidents, les stratégies, les victoires. Tout se joue sur une course. En plus, on a une sorte de passation de pouvoir où on a Lewis Hamilton qui peut devenir le pilote le plus titré de l'histoire face à Verstappen qui peut devenir du coup première fois champion du monde. On sait que c'est l'un des plus grands talents aussi de l'histoire de la F1. Donc, t'as vraiment ce duel de génération. Si vous avez vécu la saison 2021, je vous le dis haut et fort parce que j'ai tendance à revoir des TikTok, des edits. Bon, oui. Suivez-moi sur TikTok aussi d'ailleurs, hein. J'ai bientôt le million d'abonnés. J'ai tendance à revoir des edits de la bataille Hamilton-Verstappen en 2021. Je vous le dis droit dans les yeux, c'est un privilège, c'est un luxe d'avoir vécu cette saison de nos propres yeux à la télé. On n'aura probablement jamais dans notre vie une saison similaire qui se joue dans la dernière course entre deux pilotes de ce calibre avec deux équipes. On rappelle, c'est Red Bull Mercedes quand même. Et à chaque fois que je repense à cette saison, je me dis putain, mais c'était vraiment quelque chose de ouf en fait. On avait vraiment une guerre tous les week-ends et on pouvait pas réellement savoir qui allait gagner entre Verstappen et Hamilton. C'était ultra serré, c'était des duels acharnés, ultra violents sur la piste. Il y avait vraiment une guerre en plus mentale dans les médias. Enfin, on était probablement au paroxysme de la Formule 1 et de la rivalité. J'ai pas connu Prost-Senna et peut-être que les plus anciens qui regardent cette vidéo, j'ai hâte de voir vos commentaires. Pour moi, ça surpasse un petit peu du Prost-Senna parce que Prost-Senna, on est dans la même équipe. Donc on essaye un petit peu de calmer le jeu, on gère ça en interne. Là, c'est deux équipes qui s'affrontent. C'est une guerre, littéralement. Pour moi, Abu Dhabi 2021, c'est l'un des plus grands moments du sport. Mais je dirais pas Grand Prix, je dirais moment. Ce dernier tour, cette safety car, ce finish, voilà, cette décision. Je suis d'accord, la course en elle-même, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Oh là là, Nürburgring 99. Alors, Jean, t'es allé me chercher une course. Honnêtement, là, c'est galère. Parce que même pour moi, qui suis un fan de F1 depuis 2005, du coup, si vous le saviez pas, mes premières courses, c'était Raikkonen-Alonso à l'époque et les déceptions de Schumacher. Nürburgring 99. Alors, oui, c'est un classique, mais putain, qu'est-ce que personne va connaître cette course? On est sur une course ultra what the fuck, là aussi avec des conditions ultra changeantes. Déjà, la course est marquée par un faux départ des premières lignes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pilotes aux premières lignes qui vont voler le départ, 4 ou 5 pilotes qui vont prendre le départ alors que les feux sont toujours allumés, ce qui va provoquer un deuxième départ. Tout le monde va devoir se repositionner. Ensuite, derrière, on a une course un petit peu marquée par les accidents, surtout dans les premiers tours avec une voiture qui finit sur le toit. On a des pilotes qui finissent à l'hôpital, pas terrible. Et derrière, on a des batailles de fous. On a surtout des grosses surprises à tous les niveaux, des abandons. Luca Badoer qui allait marquer peut-être son premier point, Ralf Schumacher qui jouait la victoire jusqu'à la crevaison. Et au final, c'est Johnny Herbert qui remporte la course. Alors là, du coup, je pense que pour la plupart, je parle un langage inconnu, vous ne connaissez pas ces gens. Johnny Herbert, aujourd'hui, il est consultant sur Sky, si jamais, Sky Sport. Et c'est vrai que c'est une course remplie de rebondissements. On a aussi le duo Hakkinen-Irvine qui se bat jusque dans les derniers tours avec Irvine qui fait une erreur, Hakkinen qui passe. Bref, pour l'époque, j'avoue que c'est une course incroyable. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Moi, peut-être que c'est un problème de génération, mais j'ai du mal, du coup, à regarder ces anciennes courses qui sont exceptionnelles, hein, clairement. Juste, putain, qu'est-ce que c'est dur de contextualiser, en fait, ce qui se passe. On n'a pas le classement, on n'a pas les infos, on peut pas voir ce qui se passe réellement. Puis alors pour les nouveaux fans de Formule 1, c'est du coup encore plus dur parce que certains ne connaissent pas les pilotes, donc c'est ultra compliqué de mettre un petit peu des têtes sur déjà les équipes et surtout les pilotes. Résultat, du coup, victoire de Johnny Herbert. Je crois que c'était sa dernière victoire, si je dis pas de bêtises, en Formule 1. Victoire de l'écurie Stewart aussi, ça doit être probablement la seule, hein. Ou alors il en a peut-être eu d'autres, mais je crois qu'il en a vraiment pas eu beaucoup. Premier podium de Trulli, je dis pas de bêtises, et comme je vous l'ai dit, voilà, une course assez what the fuck avec un résultat totalement déjanté pour l'époque et pour la saison 99.
Oh les trolls. Oh les trolls. Déjà, Jackax, il a même pas écrit SPA 2021, il a écrit SAP 2021 pour ça. Il a mis pour la partie de pétanque des commissaires et le meilleur tour de Nikita Mazepin. Bah SPA 2021, ouais, bah ouais, un bel open lobby quoi. On n'a pas eu de course. Mazepin, c'est son seul meilleur tour. Meilleur tour de la course en 3 minutes 18. Et puis une petite partie de pétanque sur la F1 TV des commissaires. Force à tous ceux qui étaient à ce Grand Prix, dans les tribunes ou en enceinte générale, sous la pluie. Ouais, c'est pas 2021, pourquoi pas? Non, vraiment pas en fait. Oh, lui, il va faire débat. Oh, Europe 2012. Europe 2012, entre la remontada folle de Fernando Alonso, les DNF de Vettel et Grosjean, Hamilton qui se fait catapulter par Maldonado dans les derniers tours, et le podium magique avec 10 titres de champion du monde, et le dernier de Michael Schumacher. Europe 2012, donc c'était à Valence, en Espagne, est considéré comme l'un des plus grands grands prix de l'ère moderne de la Formule 1. Fernando Alonso, de mémoire, par 10 ou 11e, remporte la course après une course avec full rebondissement, mais... honnêtement, alors c'est pas le débat, mais cette win de Fernando Alonso, elle est symbolique, je suis d'accord, mais putain, merde. Alonso, il a juste fait sa course tranquillement pendant que tout le monde tombait un par un. Alternateur pour Vettel, je crois que c'est la même pour Grosjean, Hamilton qui se bat, stratégie décalée. Lui, il a juste fait sa course tranquillou et il s'est retrouvé tranquillement en tête de la course dans les derniers tours. Ce qui est assez fou avec cette course, il faut l'avouer, c'est quand même que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2012, la Ferrari, elle est catastrophique. Donc, gagner une course avec la Ferrari en 2012, déjà, c'est un exploit. À domicile pour Alonso, c'est encore plus émouvant. En partant en plus de la 5e ligne, c'est encore plus dur. C'est aussi le dernier podium du coup de Michael Schumacher. C'est l'une des rares bonnes performances qu'il a pu faire avec Mercedes. Il y a aussi la pole à Monaco en 2012. Il avait été pénalisé du coup. Et puis tu l'as précisé aussi, mais la fin de course d'Hamilton qui veut jouer un peu aux têtes brûlées avec Maldonado et qui se fait satelliser dans le mur de... Ouais, j'avoue, ce Grand Prix est quand même assez particulier et quand tu le regardes, t'as quand même des émotions. Oh, Yves qui nous dit: j'ai eu la chance d'être à Dijon lors du duel Arnoux-Villeneuve. J'étais dans la cuvette avant la remontée, 10 tours de grand spectacle, tout le monde a oublié que Jabouille avait gagné. Je trouve ça incroyable. En vrai, il n'y a rien d'exceptionnel dans le sens où forcément, qu'il y a des gens qui regardaient la F1 en tribune dans les années 70 et 80. C'est un duel quand même assez mythique dans l'histoire de la Formule 1. Villeneuve du coup avec Jabouille à Dijon, Grand Prix de France. Vous avez sûrement déjà vu des extraits. C'est un duel ultra impressionnant pour l'époque. Ça croise, ça décroise. C'est vraiment de belles bataille avec des vrais dépassements vachement construits et une intelligence de course assez particulière. Comme tu dis, la victoire de Jabouille ce jour-là, personne s'en souvient. Mais alors vraiment, la victoire, c'était pas le problème des fans de Formule 1. Tout le monde a retenu ce duel, comme tu dis. Et dans la cuvette, t'étais clairement, je pense, dans l'un des meilleurs endroits pour voir la bataille. Surtout avec ces voitures à l'époque, ça devait faire un boucan pas possible. Pour avoir vu le Grand Prix historique de Monaco et du Grand Prix de France cette année, et avoir vu ces anciennes voitures, j'aurais vraiment, mais alors vraiment kiffé voir des Grands Prix à l'époque. Il faut pas oublier qu'en 79, du coup, à Dijon, c'est la première victoire de Renault avec un moteur turbo compressé en plus. Et à cette époque, on avait des pilotes français. Hein. Vous le savez peut-être pas. Moi, j'ai dû faire des recherches du coup avec ton tweet. Mais on avait eu 3 Français dans le top 5, qui est pas mal. Voilà. Déjà, avoir 3 Français sur la grille, c'est pas le cas actuellement. Donc, un Grand Prix, mine de rien, pour la France, assez important dans l'histoire du sport auto, aussi bien pour Renault que pour les pilotes, que pour le Grand Prix de France, que pour nous en tant que spectateurs. Et pour finir cette vidéo, on a Sro qui nous dit Interlagos 2021, même si je suis pas fan de Mercedes et Lewis, pénalisé tout le week-end, qui remonte en sprint, puis repénalité en course, puis refini premier. Toute la course elle-même est juste parfaite. Encore une fois, on est sur cette saison ultra serrée, ultra intense et ultra tendue entre Hamilton et Verstappen. Moi, je tiens juste à rappeler et casser un petit peu le mythe de ce Grand Prix. Je suis désolé les fans d'Hamilton, j'adore Hamilton maintenant, vraiment, je suis vraiment fan aussi bien de l'homme que du pilote, mais Hamilton n'a pas fait un last to first au Brésil en 2021. Il faut arrêter avec ce mythe et ce mensonge. Hamilton était parti dernier en sprint, puis il est remonté, a été pénalisé, puis de mémoire il est parti 11e ou 10e pour la course longue, puis il a battu Verstappen avec une remontada exceptionnelle. Je vois trop souvent sur les réseaux sociaux marqué le jour où Lewis Hamilton est parti dernier et a gagné le Grand Prix du Brésil. Non les gars. Après, on n'enlève absolument rien à la performance d'Hamilton, il le dit lui-même en interview. Aujourd'hui, Brésil 2021, c'est probablement l'une de ses meilleures courses de sa carrière. Le week-end global, avec le contexte qu'on a, la rivalité avec Verstappen, la remontada, la bataille avec Max qui est ultra toxique, Max qui l'emmène au large à chaque fois, le dépassement, la victoire, en plus au Brésil, qui était un peu devenu sa nouvelle maison, on va dire. Interlagos 2021, je suis d'accord, ça fait partie des classiques de notre époque. Ça fait partie des grands prix à voir qui sont ultra impressionnants et ultra intéressants. Je mets ma petite réserve quand même, pour moi, c'est pas non plus... Ce n'est pas le meilleur avec un grand L. Non, avec un grand M.
Bon, et bah écoutez, on a fait le tour un petit peu des réponses les plus fréquentes sous mon tweet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me donner votre avis sur les courses qu'on a données, à me donner vos courses préférées dans les commentaires et puis à la partager peut-être à des nouveaux fans de Formule 1 qui ont besoin de découvrir certaines courses qu'ils n'ont jamais vues encore dans leur vie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, activez bien la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos dans les prochaines semaines. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.